Bonjour et bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma. Ouvrez grand vos oreilles, attrapez un pot de popcorn et installez-vous bien confortablement. La séance va bientôt commencer. Et salut tout le monde et bienvenue dans ce 11e épisode de Salle 1, le podcast cinéma. Et comme vous le savez, un épisode de Salle 1 ne se fait pas tout seul. Salut Sébastien. C'est moi. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va super bien toujours quand on se retrouve pour parler cinéma. C'est mon moment bonbon de la semaine. Je l'attends toujours. Ouais, pareil. En tout cas, allez, on commence ça tout de suite. Allez. Eh ben allez, c'est parti pour l'avant-séance. Salle 1, le podcast. Et aujourd'hui, dans l'avant-séance, deux films qui sortent cette semaine. Donc le premier, aujourd'hui, en France. Je vous parle de Salem. Salem, c'est de Jean-Bernard Marlin. Inconnu au bataillon de ma part, mais j'ai vu qu'il avait fait un film qui avait marché il y a quelques années qui s'appelait Scheherazade. C'est avec Dalil Abouraïm, Oumar Mouandj, Wallen El Garbaoui. Et le synopsis est le suivant. Djibril est un jeune comorien des Sauterelles, un quartier difficile de Marseille. Il est amoureux de Camilla, une gitane du quartier rival des Grillons. Lorsqu'elle lui apprend qu'elle est enceinte, Djibril lui demande d'avorter pour ne pas déclencher une guerre des clans. Mais l'assassinat d'un ami de Djibril sous ses yeux va embraser les deux cités. Traumatisé, Djibril sombre peu à peu dans la folie. Il est persuadé qu'une malédiction s'est abattue sur le quartier et décide de garder à tout prix son enfant. Pour lui, seule sa fille pourra les sauver du chaos. Une espèce de Roméo et Juliette des temps modernes, j'ai l'impression. En tout cas, ça sort aujourd'hui en salle en France parce que, on vous avoue, j'ai regardé un peu ce qui sortait aujourd'hui, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose au cinéma en ce moment. Donc, pourquoi pas Salem. Si ça vous tente, allez-y, n'hésitez pas. Et pour nos amis canadiens, le 31 mai, donc vendredi, Handling the Undead. C'est un film norvégien, suédois et grec. Un drôle de mélange, c'est un film d'horreur. Et le pitch est le suivant. Par une chaude journée d'été à Oslo, les morts se réveillent mystérieusement. 3 familles sont plongées dans le chaos lorsque leurs proches décédés reprennent vie. Qui sont-ils et que veulent-ils ? Donc voilà, si vous souhaitez aller voir Handling the Undead, ça sort vendredi au Canada. Au Québec plus précisément, pour nos amis québécois. C'est pas mal tout pour l'avant-séance cette semaine, une petite avant-séance, ça fait du bien des fois. Mais de bons petits films finalement. On sait pas, peut-être. Soyons confiants. En tout cas, on va parler un petit peu plus pendant la séance, je pense. Eh ben allez, on part ça. Salle 1. Et aujourd'hui, dans la séance, on vous parle comme d'habitude de 2 films et c'est Sébastien qui commence. Exact, et je suis allé au cinéma, figure-toi. Eh non, qu'est-ce que ça a été foutre là-bas ? Je suis allé voir un film qui s'appelle Le Cascadeur au Québec et The Fall Guy en France. Le film avec Ryan Gosling. Exactement, il est super, il a fait tout mon speech. Je vais pas dire le pitch à ma place aussi. Donc effectivement, avec Ryan Gosling et Emily Blunt. C'est un film réalisé par David Leitch, et non pas David Lynch, comme on disait tout à l'heure en off. Et David Leitch, en fait, est un réalisateur assez connu, puisqu'il est derrière Deadpool. Ah ouais ? Ouais, et aussi en tant que producteur sur la très célèbre et incroyable série que j'aime beaucoup, John Wick. Ah, le truc avec Keanu Reeves. Exactement, c'est ce que Matrix aurait dû être, mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc ça, et puis il a aussi réalisé récemment Bullet Train, qui a le mérite d'exister. Ouais, les critiques sont quand même bonnes autour de ce film-là. Je l'ai pas vu, mais... Ça rejoindra ce que je vais dire sur ce film. Parfait. Mais d'abord, je vous propose El Famoso Pitch. Toujours. 18 mois après s'être brisé le dos à la suite d'une cascade qui a mal tourné, Colt Seaver s'est appelé par une productrice à rejoindre le tournage d'un film de science-fiction réalisé par son ex-petite amie, Jodie. Colt n'a toutefois pas été appelé en renfort pour ses talents de cascadeur, mais aussi pour retrouver la trace de Tom Ryder, la vedette du film, qui aurait subitement disparu après avoir croisé le chemin d'individus peu recommandables. Pour Colt, c'est l'occasion rêvée de retomber dans les bonnes grâces de l'élu de son cœur, en l'aidant à sauver la production de la catastrophe. Donc, ce film... Bon, tu prends le scénario, concrètement, on n'est pas sur un chef-d'œuvre cinématographique, en termes de scénario en tout cas, c'est quelque chose d'assez basique, mais tu sens que le film fonctionne grâce à son réalisateur et à tout le bagage qu'a accumulé au fil des années le réal, que ce soit sur les films de bagarre, de cascade. C'est un film qui rend hommage d'ailleurs aux cascadeurs, au monde de la cascade, et il le rend super bien hommage. Tu te prends une claque visuelle tout le long du film.
Il y a vraiment des belles cascades. C'est absurde parce qu'on s'entend que rien que le scénario déjà est absurde. Un cascadeur qui sauve un film avec des gangsters, des trucs comme ça. Ouais, on s'entend que c'est assez absurde. Mais quand tu connais le réalisateur, tu sais qu'il a fait Deadpool, tu sais qu'il a été sur John Wick, c'est pas grave. Tu passes outre ce côté scénaristique. Puis tu t'assois et tu regardes les yeux grands ouverts et ça pète dans tous les sens. C'est joli à voir, il y a des très belles images, c'est bien filmé. Honnêtement, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir. On n'est jamais trop dans l'absurde, malgré le côté un peu exagéré du scénario. On n'est pas sur Argyle, par exemple, qui lui était, si tu te souviens, très absurde dans les cascades. C'était vraiment n'importe quoi. Là, ça reste quand même assez cohérent. C'était vraiment, je trouve, un bel hommage aux cascadeurs de manière générale. J'ai vraiment, vraiment apprécié. J'ai été étonné, j'en suis encore étonné de me dire j'ai pas vu le temps passer. En vrai, c'était vraiment cool. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est difficile d'en dire plus parce que on n'est pas là à dire le scénario m'a retourné le cerveau, c'était incroyable, j'ai compris le sens de la vie. Pas du tout. Là, tu t'assois, tu dis j'adore les cascades et les belles bagnoles. C'est limite ça, tu vois. Mais vraiment, j'avais peur en y allant, en me disant comment tu peux rendre hommage à des cascadeurs. Non pas que je dénigre le métier de cascadeur, bien au contraire. Mais comment tu peux arriver à rendre hommage à ce métier-là sans aller dans du n'importe quoi ? Et ils ont réussi à faire ça. C'est vraiment un bon film. Et allez le voir au cinéma parce que les images sont quand même assez belles. Les cascades sont vraiment belles. Puis, vous verrez, il y a toute une scène post-générique avec les coulisses des cascades. Et c'est une espèce d'Inception parce que tu vois les cascadeurs faire le rôle des acteurs qui sont des cascadeurs, d'acteurs. Tu m'as compris. Ok. Donc c'est ça. Allez voir s'il est encore au cinéma en France. Allez le voir. Il vaut vraiment le coup. Je pense qu'on en est à sa 4e semaine d'exploitation, donc les gros Cinéplex et compagnie devraient l'avoir encore. Puis il a été très bien reçu par la presse, il est note moyenne de 3,8 ou 4 sur 5 en moyenne. C'est vraiment un film qui a été apprécié par tout le monde et je comprends maintenant pourquoi. Parfait, je suis vraiment très triste de l'avoir loupé, mais ce n'est pas grave, je le récupérerai à l'occasion. Moi, de mon côté, je vous parle d'un film qui n'est pas actuellement au cinéma, mais qui a fait parler de lui au cinéma. Je vous parle du Règne animal. Que j'ai toujours pas vu. Et voilà, ça c'est une erreur de ta part, Sébastien. Le Règne animal de Thomas Kaili avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos. Encore Adèle Exarchopoulos. Toujours. On l'adore, c'est tellement une excellente actrice qu'on adore la voir sur l'écran. Elle peut venir autant qu'elle veut. C'est sorti le 4 octobre 2023, donc l'année dernière. Et le pitch est le suivant. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui le bouleversera à jamais, lui et leur existence. Le règne animal, c'est mon coup de cœur de 2023. D'ailleurs, si vous avez écouté les premiers épisodes, on parlait des Oscars, on parlait des Césars, et pour moi, il devait avoir tous les Césars. Pour moi, il devait même aller aux Oscars, ce film. Finalement, c'est Anatomie d'une chute qui y est allé. Mais pour moi, c'était le film. Donc aujourd'hui, j'ai décidé enfin de vous en parler. Alors, déjà, oui, qu'est-ce qu'il a eu comme César ? Parce que finalement, il y a été au César. C'est vrai. Et il en a eu quelques-unes des récompenses, notamment meilleur costume, meilleur son, meilleur effet visuel, meilleure musique originale et meilleure photographie. Donc, beaucoup de techniques, beaucoup de César techniques, pas beaucoup de meilleurs acteurs, etc. Parce que on avait Anatomie d'une chute et quelques autres en lice. Mais oui, je comprends tout à fait toutes ces récompenses. C'est un film que je catégoriserais de bestial. Je pense que c'est exactement le bon mot. Les effets spéciaux sont fous. En France, on n'est pas très fort dans les effets spéciaux dans le cinéma. C'est pas notre réputation première, on va dire. Les effets spéciaux, d'habitude, on laisse ça à Hollywood. Mais là, on l'a pris et on l'a bien fait. Merci de l'avoir bien fait. C'est fascinant, c'est dérangeant en même temps. Le make-up, incroyable make-up. Oui, j'adore. Il n'a pas eu meilleur maquillage, etc. Mais il a eu meilleur effet visuel et ça va ensemble. C'est un travail d'équipe parce que le maquillage est super bien fait. C'est beau, c'est tendre, c'est violent, c'est ahurissant même, je dirais. Wow. Tout ça pour rester dans le comment on appelle ça, le champ lexical de la bestialité. Les images sont belles, le son il est envoûtant, la bande originale, oui. C'est normal qu'il ait eu un César pour ça. C'est un vrai voyage dans un monde dystopique. Et alors, petit truc, mais si jamais vous voyez le film actuellement, notamment sur les plateformes de VOD, il est d'ailleurs disponible sur MyCanal, je vous le place tout de suite, vous pouvez aller le voir. La fin que vous allez voir est
n'est pas la fin officielle qui avait été diffusée à Cannes, parce qu'il a fait partie de la sélection de Cannes de l'année dernière, dans la catégorie Un autre regard. Il y a une fin alternative à ce film. Mais non. Mais oui, il y a une fin alternative disponible seulement sur le Blu-ray. Ok. Donc, allez voir le Blu-ray ou alors trouvez la fin alternative. Elle est sur les internets, là. Achetez le Blu-ray. Achetez le Blu-ray. Mais si vous n'avez pas d'argent, tout est disponible sur Twitter. #X, en tout cas, vous avez compris. Vous pouvez les retrouver. Mais c'est un film qui a coûté seulement 15 millions d'euros. C'est vrai. 15 millions d'euros, pour moi, c'est vraiment pas grand-chose pour la qualité technique que ça a dû nécessiter. Mon coup de cœur sur ce film, c'est vraiment Paul Kircher, le jeune Émile, qui joue extrêmement bien, ultra touchant. Et on subit, c'est pas un spoil, mais sa transformation, etc. pendant tout le film. C'est passionnant. J'aurais juste un petit truc à rajouter. Ce film, c'est en fait une morale. Parce que la différence, c'est lie les peuples, même si certains en ont peur. Waouh. Ça, c'est de moi. C'est de moi. C'est vrai ? Ouais, c'est moi qui l'ai écrit il y a 3 minutes. Bravo. Non, franchement, bravo. Voilà. C'est beau. J'ai tout donné. Donc, comme je vous ai dit, c'est dispo sur MyCanal. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Allez voir Le règne animal. Et dites-nous dans les commentaires de ce podcast qu'est-ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. Ok, je vais le voir, c'est bon. On arrête là. Merci Sébastien. J'espère que tu iras commenter le podcast. Promis. Et voilà, c'est la fin de la séance. On espère vous avoir convaincu avec nos 2 films et on espère avoir vos retours très rapidement. C'est pas fini. Mais non, Sébastien. Il reste une catégorie, tu le sais. Eh oui. C'est quoi ? C'est l'apéro, le générique. On peut faire les deux, hein. D'accord. Allez, c'est parti. Apéro. Générique. Salle 1, le podcast. Et aujourd'hui, dans le générique, on va faire une petite rétrospective, mais à l'envers. Comment on pourrait dire ça ? Un prévisionnel. Ouais, Mais pas de budget, mais plus de ce qu'on attend de cette année 2024 finalement en sortie de film. Exactement. Qu'est-ce qui arrive cette année ? Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on a envie de voir ? C'est de ça qu'on vous parle dans le générique. On a fait chacun notre top 3 de ce qu'on veut voir de cette année. L'impatience qui règne en nous est tellement forte. On veut voir ces films, putain. Pardon, il faut que ce soit réglo pour tout le monde. Je n'ai pas dit de gros mots, messieurs, dames, je m'excuse. Sébastien. Oui. Commence par ton top 3, s'il te plaît. Ok, je vais commencer donc par mon numéro 3, qui s'appelle The Watchers, qui sort le 5 juin, donc c'est vraiment dans pas long. Et en fait, c'est le premier long métrage de Ishana Shyamalan, qui n'est autre que la fille de Monsieur Night Shyamalan. J'ai vraiment du mal avec son nom. Shyamalan, oui. Shyamalan, la fille de Shyamalan, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce film ? Donc, ça raconte l'histoire de Mina, qui est interprétée par Dakota Fanning. C'est une artiste donc de 28 ans qui se retrouve bloquée dans une forêt de l'ouest de l'Irlande. Et après avoir trouvé un refuge, elle se retrouve piégée avec 3 étrangers traqués chaque nuit par de mystérieuses créatures. C'est un film, un petit peu d'horreur, de suspense. On est dans l'univers de son père. Ouais, vraiment, tu m'aurais juste dit Shyamalan, j'aurais dit c'est papa Shyamalan. C'est ça, et je fais partie des gens qui aiment cet univers-là, ce réalisateur-là. Je me dis, bon, si sa fille s'inspire de son père, ça peut être que bon finalement. Complètement hors sujet, c'est quoi ton meilleur Shyamalan pour toi ? J'hésite, il y en a trop. Il y a la trilogie des Incassables, Split et Glace que j'aime énormément. Il y a... Je sais pas, honnêtement, là tu me prends de court, j'en aime trop. Ah, je suis désolé. Moi, je vais dire Split. J'adore trop Split. J'adore James McAvoy. Bravo, James McAvoy. Mais Split fait partie clairement des meilleurs. Donc voilà mon numéro 3, The Watchers, le 5 juin au cinéma. Parfait. Ben, moi, mon numéro 3, c'est Deadpool 3. Tout simplement. Tout simplement. Je vais pas vous en dire plus, hein. Vous savez déjà de quoi ça parle. Ça sort le 24 juillet de cette année, donc avec Ryan Reynolds, encore une fois, deuxième fois dans ce podcast, on parle beaucoup de lui, et Hugh Jackman, donc Wolverine, le rapprochement des 2 anti-héros qui se retrouvent pour pouvoir fusionner finalement l'univers Marvel avec les X-Men, les Avengers, les X-Men, tout ça, ça va se mélanger, ça va faire d'autres films. C'est ce qu'on attendait. Et d'ailleurs, c'est le seul Marvel qui sort cette année. Mais non. C'est pour ça que finalement, je suis content de le voir. Bah ouais. Malgré que d'habitude, il y en a toujours 3, 4, et au final, on les regarde, mais on n'est jamais très... Et là, il y en a juste un, alors j'ai envie de le voir. Et moi aussi. Et super, on ira le voir. Rendez-vous le 24 juillet. Parfait. Super. Ton top 2, Sébastien. Mon numéro 2, ça va t'étonner, c'est un film de gangsters et de mafieux. Ah dis donc, ça m'étonne de toi. Ça s'appelle Altonite, ça sort le 13 novembre prochain, c'est réalisé par Barry Levinson, qu'on retrouve derrière Rain Man et Good Morning Vietnam, donc réalisateur oscarisé.
Et on retrouve dans le rôle principal, même doublement principal, tu vas comprendre pourquoi, un certain Robert De Niro qu'on retrouve souvent dans ce genre de film. Toujours. Puisqu'en fait, il va interpréter deux chefs mafieux, Vito Genovese, on va le dire à l'italienne, et Frank Costello. Donc en fait, c'est un film qui va se concentrer sur la rivalité entre ces deux hommes qui ont eu lieu au XXe siècle. Donc ça va être inspiré de la réalité, romancé. Ça sort le 13 novembre, et ça ne peut être qu'un bon film, puisque un bon réalisateur, un bon acteur, la mafia, tout va bien. Ah oui. Finalement, quoi de mieux pour faire un bon film ? Alors, rien de plus. Et voilà. De mon côté, mon top 2, parce que tu me le demandes, Sébastien, Évidemment. je vais te le dire. Ça s'appelle L'amour ouf. J'en ai déjà parlé quand je parlais du Festival de Cannes. Le nouveau film de Gilles Lelouch après Le Grand Bain. C'est un drame musical de plus de 3 heures, s'il vous plaît, avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. Décidément, on en parle autant que Ryan Gosling finalement. Oui, c'est ça. Elle mérite toute sa place, elle aussi. D'ailleurs, ils sont pas que eux deux. Dans le casting, on a aussi Alain Chabat, Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Élodie Boucher, Karim Leclou, Raphaël Quenard et Anthony Bajon. Ah, et Joanne Dionnet aussi, que je ne connais pas. Ça raconte quoi ? Ça raconte une grande histoire d'amour romantique, musicale, ultra-violente sur 20 ans. L'amour ouf, ça racontera l'histoire d'amour entre un petit bandit et sa fiancée délurée, avec des flashbacks et des récits qui s'entrechoquent. Et j'ai tellement envie de le voir. C'est une comédie musicale à la française, un drame avec Adèle et avec Alain Chabat et avec François Civil. Et j'ai envie de le voir. Puis, vraiment, la liste d'acteurs, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment en France. Ils sont là, quoi. C'est exactement ça. À part 2-3 que moi je connais pas trop dans la liste, mais sinon, waouh, quel casting. Après, vraiment, c'est Adèle et François Civil qui vont porter le film. Et puis Gilles Lelouch, je suis désolé, mais Le Grand Bain, c'était quand même assez exceptionnel à l'époque, donc j'en attends beaucoup de choses. Puis moi, mon amour de la musique dans le cinéma ne peut que dire oui, un grand oui à l'amour ouf de Gilles Lelouch. Je comprends. Et ça sort quand, ça, l'amour ouf, Sébastien ? Je vais te le dire, le 16 octobre 2024. C'est bientôt, ça arrive vite. C'est une semaine avant mon anniversaire, ça sera tellement un beau cadeau. Il sort en France. Ah putain, c'est vrai, on est au Canada. Ah, j'ai encore dit un gros mot. Ça fait trop, là. Bon, c'est l'heure de ton numéro 1, Sébastien. Eh oui, le numéro 1, film qui sort 20 ans après l'original. C'est la suite d'un film incroyable, j'ai nommé Gladiator 2. C'est vrai, ils en font un deuxième, j'avais oublié ça. Eh oui, Ridley Scott qui retourne derrière la caméra finalement pour faire une suite que personne n'attendait. En vrai, ouais. Non mais il faut dire ce que personne n'attendait, mais maintenant qu'elle est là, on la veut. Donc Gladiator 2 qui sort le 20 novembre prochain, ça va nous offrir vraiment la suite de l'événement puisqu'on va découvrir la vie du fils qui s'appelle Lucius, le fils de Maximus, incarné par l'acteur irlandais Paul Mescalsera. Compliqué à dire, je m'excuse si je dis mal. Et on retrouvera avec lui un autre acteur qu'on voit partout en ce moment, Pedro Pascal. Ah oui, le fameux The Last of Us. Et exactement, et un certain Denzel Washington. Waouh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, lui. Bizarrement, oui. Equalizer 3, peut-être le dernier film dans lequel il a joué. Peut-être, oui. Voilà. En tout cas, c'est ça. Ce sera donc la suite directe du premier, puisqu'on va suivre Lucius, donc le fils de Maximus, comme je vous l'ai dit. Ça sort le 20 novembre prochain. J'ai extrêmement hâte de le voir parce que le premier est un de mes films préférés de toute ma vie. Si le 2 est vraiment pas bon, je vais très mal le vivre. J'ai plus rien à dire. Écoute, parfait. Pour moi, le numéro 1 de 2024, mon attente ultime, d'ailleurs tu le sais, Oui. c'est le fond d'écran de mon téléphone actuellement, tellement je suis hypé par la sortie de ce film. Ça sortira le 2 octobre 2024, finalement tant de bons films au mois d'octobre, et lui, fou, on hein. l'aura aussi au Canada en Oui. même temps. C'est Joker, Folie à 2. Le Évidemment. retour de Todd Phillips à la réalisation avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Lady Gaga qu'on retrouve après A Star is Born dans une comédie musicale, encore une fois. Ça va être... vrai. Alors, la légende dit, parce qu'on n'est pas sûr encore, que tous les flashbacks, etc., toute la relation entre le Joker et Harley Quinn, donc, qui est jouée par Lady Gaga, sera en comédie musicale. Et j'ai déjà hâte d'ajouter la bande originale à ma playlist de tous les jours et l'écouter tous les matins en me réveillant. Donc voilà, qu'est-ce que ça va raconter au final ? Pas grand-chose. Hein. Ça va raconter la suite. Hein. Le pitch est officiellement une ligne. Hein. C'est Arthur Fleck n'est plus seul, le voilà entraîné dans une folie à deux. Plus que jamais, le monde est une comédie.
J'ai vraiment, en vrai, vraiment hâte de le voir aussi. Ça va être incroyable. Le premier était tellement bien, l'univers était incroyable. Il y avait rien à dire sur le premier film Joker finalement. Ah non, le premier était vraiment incroyable. Un grand coup de cœur. Mais Joaquin Phoenix, il avait perdu je sais pas combien de kilos juste pour le rôle. Il était rentré dedans. Il a dû faire de la psychiatrie après parce qu'il était tellement dans le rôle de Joker qu'il en était devenu aussi psychopathe que lui. Je veux dire, c'est tout ce que Joaquin Phoenix fait, il le fait tellement level 1000. C'est ça, il se met vraiment à 200% dans ses rôles et c'est ce qui fait que le film est excellent parce qu'il faut dire ce qu'il en est. La réalisation est incroyable, mais Joaquin Phoenix dans ce rôle-là, le Joker, moi quand on parle du Joker, c'est lui, c'est ce gars-là, tu vois, c'est le premier qui me vient en tête, malgré le Joker de Nolan qui était incroyablissime aussi. Jared Leto. Non, c'est pas Jared Leto. Non, Jared Leto c'est pire. Ouais, c'est ça. Mais J'ai oublié, non, Christian Bale, c'est celui qui joue, qui joue Batman. Oui, j'essaie de changer de sujet parce que je me souviens plus du nom de l'acteur, paix à son âme, mais c'est ça, c'est pour moi, je dirais pas qu'il l'a dépassé parce que c'est un Joker différent, mais il est incroyable. Joaquin Phoenix dans ce rôle-là est incroyable, donc vraiment hâte de voir le 2. Et voilà, donc sorti le 2 octobre en France en tout cas, donc sûrement le 4 pour nous au Canada. J'ai déjà à te dire, si je pouvais avancer le temps. Ça serait beau. Ce serait beau. D'ailleurs, si on pouvait avancer le temps, est-ce qu'on n'irait pas à la semaine prochaine ? Allez, on est parti, on y va de suite. Ce serait tellement bien ça, mais non, il va falloir attendre une semaine avant le prochain épisode. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode de Salle 1, le podcast de cinéma. On espère que vous avez passé du bon temps avec nous, mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine. Et si vous avez une machine à avancer le temps, n'hésitez pas à nous la transmettre. On a vraiment très envie d'avoir tous ces films très très vite. Donc, n'oubliez pas de ramasser vos déchets, s'il vous plaît, et de suivre le panneau sortie en bas à gauche de l'écran. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Salle 1, le podcast. Heath Ledger. Heath Ledger. Heath Ledger. Le Joker, c'est Heath Ledger. Je viens de l'avoir là.